Récente nouvelle qui nous touche. Bon, hier, Alexandre, ça a été tranché. Fait, l'avocat de la couronne, l'avocat de la défense, le juge a entériné que cette mère qui a laissé son enfant sur le bord de l'autoroute était non criminellement responsable de ses gestes, mais il y a des suites aujourd'hui. Oui, le dossier revient en cours aujourd'hui. Essentiellement, ce qu'on va tenter de déterminer, c'est quelle est la suite des choses pour elle. La couronne souhaite qu'elle reste à l'Institut Philippe Pinel, où elle est donc depuis 2 mois. Son état s'améliore, nous dit, mais sa médication n'est pas encore ajustée et stabilisée, alors que l'accusée, elle, souhaite être libérée. Ce qui est ressorti de ces rapports d'experts, c'était qu'elle souffre de manie mixte avec symptômes psychotiques. Alors, au moment des faits, donc le 15 juin dernier, elle était aux prises avec une psychose. C'est ce qui ressort là, de l'analyse d'un psychiatre, ce qui l'empêchait de distinguer le bien du mal. Alors, la femme de 34 ans, on en sait davantage aussi sur cette espèce de descente aux enfers. On nous dit dans le journal ce matin, où on a certains détails, que sa vie a basculé complètement aux alentours du temps des fêtes l'année passée, où elle s'est séparée, où elle était au bord du burn-out. Elle aurait été en amour avec un collègue de travail qui a quitté d'ailleurs son emploi. S'en est suivi dans les mois suivant toutes sortes de publications un peu étranges sur les réseaux sociaux. Qui semble avoir été quand même, pas la seule, mais une des bases des psychiatres pour constater sur l'échelle du temps la détérioration de son état mental. Parce que comme elle publiait plusieurs fois par jour, ça fait des centaines de messages là, où tu peux voir à travers le temps son état se dégrader. Ouais. Par contre, hier, quand on a dit ça en ondes, il y a quand même plusieurs personnes qui m'ont écrit pour dire, on se questionne tous, j'ai pas plus la réponse que ces gens-là, mais est-ce que c'est cette série de messages qu'on regarde aujourd'hui dans le passé en disant son état mental se détériorait, est-ce que son entourage, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui auraient pu intervenir, constater la même chose au moment où les messages étaient diffusés, de dire elle va de moins en moins bien, son état est de plus en plus inquiétant, elle a besoin d'aide. En même temps, ce que je comprend entre les branches, là, c'est que le conjoint, lui, il voulait y empêcher, il voulait lui enlever son enfant en disant qu'elle n'est plus en état de garder l'enfant. Puis là, c'est un peu un cercle vicieux. Parce qu'elle, ça devait empirer son cas. Si t'es déjà en dépression ou tu as déjà un problème là, psychologique ou psychiatrique, puis là, tu vis un traumatisme comme ça, on veut t'enlever ton enfant, peut-être que ça empire ton cas. Mais en même temps, peut-être que c'est la chose à faire aussi. Si t'es plus capable, là, on l'a vu avec ce qui est arrivé, elle était visiblement plus capable de s'occuper d'un enfant et il fallait lui enlever son enfant. C'est pas simple, là. Non, et hier, on a entendu certains extraits, notamment des interrogatoires là, des policiers avec la mère, où vraiment, elle raconte qu'elle croyait, là, dans sa psychose, que son enfant était possédé, là, contrôlé par une entité extérieure. C'était extrêmement troublant de l'entendre là-dessus. D'ailleurs, on a eu des nouvelles là, de l'enfant qu'on ne peut pas nommer. Il y a une ordonnance de non-publication, mais l'enfant a toujours de graves séquelles au niveau de l'abandon. L'enfant a peur de se faire abandonner. C'est le père là, qui s'en occupe à temps plein, mais vraiment, là, on doit être constamment avec l'enfant. On ne peut plus la laisser seule. On ne peut plus la laisser seule dans une pièce, le semble-t-il. Bien, puis ça va la suivre toute sa vie. Là. Je veux dire, déjà, la peur de l'abandon, il y en a plusieurs qui l'ont sans avoir vécu un traumatisme comme ça. Là. Ouais, je pense qu'il y a des conséquences, là, probablement psychologiques à long terme là, qui vont se faire ressentir. En fait, à suivre, pour ce qui est de libérer ou pas de Pinel, je suppose que les experts qui ont évalué son état, qui ont convaincu la couronne et la défense là, d'arriver à une conclusion commune hier, je suppose qu'ils vont avoir une conclusion aussi là-dessus. Là, est-ce qu'elle a besoin de plus de suivi? Est-ce qu'elle a besoin de plus de soins? Comparution aujourd'hui du présumé meurtrier de Charlie Kirk. Oui, c'est ce qui est prévu. Effectivement, Tyler Robinson, 22 ans, qui a été arrêté jeudi soir après une traque qui aura duré 33 heures. Ce qu'on a appris au cours des dernières heures, puis notamment dans une entrevue sur le réseau Fox par le directeur du FBI, Kash Patel, c'est que des traces d'ADN prélevées près du lieu de l'assassinat de l'influenceur américain Charlie Kirk correspondent à l'ADN du suspect détenu par les autorités. Il y a Trump qui en a rajouté également là, dans certaines déclarations hier, associant vraiment là, les gestes à la gauche radicale, que la gauche était rendue un problème. Alors Donald Trump... Il a parlé de vengeance. Là. Oui.
Oui, oui. Puis on sait que Trump... Je sais pas si c'est le langage souhaitable et approprié dans l'état d'esprit du pays, là. Oui, dans les circonstances actuelles où la société est extrêmement tendue. Et l'enquête a permis là, de prouver qu'en plus de l'arme du crime, il y a un fusil retrouvé rapidement, plusieurs éléments matériels qui ont été collectés par la police aussi, dont un tournevis retrouvé sur le toit où le tireur était positionné. On a vu là, ces vidéos rendues publiques là, par les autorités en plein cœur de cette traque-là. Le Washington Post avance aussi que Tyler Robinson aurait avoué son crime à des amis dans un groupe de discussion là, sur la plateforme Discord. Donc, c'est en ligne. Il aurait écrit « C'était moi à l'Université de la Vallée de l'Utah hier. Je suis désolé pour ça. » Et là, il y a un des membres du groupe qui a partagé des captures d'écran du fil de cette discussion-là. Je vous rappelle qu'il y aura cet hommage important à Charlie Kirk. C'est dimanche prochain, le 21 septembre, au stade des Cardinals de l'Arizona, dans la NFL, un stade qui peut contenir là, au-delà de 63 000 personnes. Le président américain a confirmé son intention d'aller là, tout comme le vice-président J.D. Vance, qui hier animait d'ailleurs l'émission là, de Charlie Kirk. Restons aux États-Unis. M. Trump qui poursuit le New York Times. Oui, une autre croisade. On sait qu'il poursuit le Wall Street Journal dans toute l'histoire là, de la lettre, la soi-disant lettre de Jeffrey Epstein qui porte sa signature mais qui n'aurait pas été écrite par lui. Ben là, voilà qu'il réclame 15 milliards de dollars en dommages et intérêts au New York Times. Insistons sur pas 15 millions. Non. 15 milliards. 15 milliards. Il a fait... 15 000 millions. C'est ça. Alors, on se rend flou. Hein? Ouais. Il a confirmé ça sur son réseau social Truth hier en disant que c'est avec honneur qu'il intente une poursuite contre le quotidien américain. Pourquoi? Ben, il accuse le New York Times d'avoir menti à son égard, de l'avoir diffamé dans différents articles. Alors voilà, 15 milliards qui s'ajoutent donc aux 10 milliards qu'il réclame au Wall Street Journal. Il reprocherait entre autres au New York Times d'avoir appuyé ses adversaires là, à la présidence. Est-ce qu'on verrait ça ici, Marie? Imagine-tu? Tout le monde s'est poursuivi. Parce que moi, je pourrais faire toute une galette avec je pourrais faire toute une galette avec la presse. Parce qu'à chacune des élections, la presse regardait soigneusement chacun des choix. Le DQ, le Parti québécois, tout. Oui. Mais, à la fin, là, tout bien considéré, c'était le Parti libéral qui était le meilleur. Ah, mais tu m'étonnes. Puis à l'élection d'après, ils regardaient ça comme il faut. Là. Le DQ, le Parti québécois... Mais c'était le Parti libéral qui était le meilleur. Ben voyons donc. Ben oui. Puis l'autre après. Coup de théâtre. Après. Je te crois pas. Ouais, mais je pourrais peut-être... Je sais pas s'il y a une poursuite qui peut être liée à ça. As-tu besoin d'une galette? Non, je pense que ça va. C'est toujours pas facile dans le transport scolaire ce matin. Oui, c'est toujours compliqué parce que, bon, il y a eu énormément de confusion là, sur les autobus Lyon, à savoir, il y avait ces 1200 autobus qui ont été retirés de la circulation là, tard jeudi soir, la semaine passée, à la suite d'un incendie d'un autobus scolaire Lyon, un peu plus tôt dans la semaine à Montréal. Là, en fin de semaine, on les a inspectés, mais il y a eu une autre directive au cours de la fin de semaine, à savoir qu'il y a une pièce qui devait être changée au niveau là, du système là, de chauffage. Or, puis vous avez été plusieurs à nous écrire, d'ailleurs, chers auditeurs, hier, pour dire, ben on envoie là, des autobus Lyon sur la route, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Alors là, précision au niveau de la directive, Mario, Lyon Électrique qui demande aux transporteurs scolaires de remplacer des connecteurs et des fusibles du système de chauffage avant de retourner les autobus sur la route. Alors là, ce sont les ingénieurs du dossier qui en sont venus à cette conclusion-là, nous dit-on dans le journal ce matin, après les inspections là, de la fin de semaine. Mais ça a été un beau bordel là, dans la journée d'hier. C'est quand même une opération, ça a l'air simple, fusible et connecteurs, mais la présidente de l'Association des transporteurs me disait que pour quelqu'un qui sait quoi faire, là, qui connaît exactement le problème, c'est une opération quand même d'1 heure à 1h30 par autobus. Oui, par autobus. Je comprends, on dit 1200, là, chaque transporteur en a pas 1200, en a quelques-uns, quelques dizaines, mais c'était prévisible qu'ils ne seraient pas tous prêts ce matin. Donc, il y a encore des régions ce matin, c'est un retour progressif à la normale, mais il y a encore des régions où les autobus Lyon ne seront pas sur la route. Hier, c'était quand même 50 000 jeunes là, qui étaient impactés directement par ça. Alors, encore une fois, ce matin, très important de vérifier avec votre centre de service scolaire qu'est-ce qui se passe.
Bon, on comprend un peu plus là, ce qui va arriver à ces 400 quelques élèves de Prévost dans les Laurentides dont l'école a brûlé en fin de semaine. Il y aura précision d'ailleurs aussi aujourd'hui, la conférence de presse qui est prévue en avant-midi, mais les élèves de l'école primaire Val-des-Monts à Prévost, qui a été ravagée par un incendie vendredi soir, vont retourner en classe ce jeudi, mais dans 4 écoles différentes. Alors, le Centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord a informé les parents par courriel hier. La façon que ça va se passer, c'est que les élèves de la maternelle à la 4e année vont être répartis dans 2 autres écoles primaires de Prévost. Les élèves plus vieux, donc 5e, 6e année, vont devoir se rendre à l'école primaire de la municipalité à côté, Sainte-Sophie. Et les enfants de 2 classes spécialisées seront installés dans un établissement de Saint-Jérôme à l'école Les Couleurs du Savoir, qui accueille déjà des classes là, d'adaptation scolaire. Maintenant, pour ce qui est des causes, ce ne serait pas criminel. L'enquête continue, se poursuit pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, mais il y a aussi eu Hier, on évoquait problème électrique. Problème électrique, oui. Ouais. Et là, il y a toute la ligne du temps aussi pour la suite des choses, parce que, bon, on ne peut pas reconstruire une école en 2 semaines. On en aurait au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire là, pour les jeunes là, qui devront poursuivre leur année dans d'autres établissements. Mais même pour l'an prochain, hier, la ministre de l'Éducation me disait... Ça semble pas pensable de reconstruire une école permanente en moins d'1 an. Là. Ce serait des espèces de bâtiments modulaires. Mais là, il faut trouver un autre terrain. Parce que si tu veux reconstruire sur les lieux de l'école actuelle, tu peux pas mettre l'école modulaire là. Il faut que tu trouves un autre terrain, un autre endroit qui est adapté. Tu mets l'école modulaire temporaire là pendant que tu reconstruis sur le terrain actuel. En tout cas, c'est pas... c'est visiblement pas simple. Donc, les coûts, là, les coûts des matériaux, tout ça. Là. Les coûts... C'est ça. Construire une école de nos jours, c'est plusieurs dizaines de millions. Jadis, nous, à Bécomo, il n'y avait pas reconstruit l'école qui avait été brûlée. Il y avait eu un incendie criminel, l'école McCormick, dans le secteur Marquette à Bécomo, puis ils n'ont pas reconstruit cette école-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les étudiants sont allés dans d'autres écoles. C'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Ouais, parce que c'est une ville qui était en décroissance. Bécomo a connu une décroissance de population dans les dernières décennies. Mais ce qui n'est pas le cas de Prévost. Ce qui n'est pas le cas de Prévost. Au contraire, c'est la région du Québec où il y a le plus de croissance. Pour habiter dans la région, là, c'est ça exactement. Là. Il y a beaucoup de jeunes familles qui s'installent là, beaucoup de construction également. Donc, ce sont des secteurs là, qui ont le vent dans les voiles. Probablement plus de probabilité qu'on construise l'école plus grande, avec plus d'espace, là, compte tenu de la croissance de population des Laurentides. Des économies dans le réseau de la santé, c'est le résultat de la fin des recours aux agences. Oui, c'est ce qu'a effectivement confirmé. C'est quand même intéressant, ces chiffres-là. 750 millions de dollars quand même, cette fin de recours à la main-d'œuvre indépendante. On remonte à 2023. Hein. Christian Dubé avait réduit le taux horaire de ces infirmières-là. Dans le concret, comme résultat, il y a 5000 travailleurs et travailleuses qui ont réintégré le réseau de la santé, donc qui sont passés du privé au public. Il y a 16 établissements qui n'utilisent plus aucun service de main-d'œuvre indépendante jusqu'à maintenant, et c'est un chiffre qui continue d'augmenter. Les moyens de pression, puis on surveillait aussi, parce qu'à partir d'hier, c'était le début là, des moyens de pression des médecins spécialistes sur le réseau de la santé qui n'enseignent plus, notamment aux étudiants. Pour l'instant, on nous dit que ça n'a pas d'impact tangible dans le réseau de la santé, mais des bonnes nouvelles dans le réseau de la santé financière, on va les prendre quand elles passent. Ouais, mais c'est une vraie réussite là, de Christian Dubé, fait, l'opération agence, parce que les agences ont été créées pour combler des besoins ponctuels. Donc, des entreprises privées qui disaient, regarde, si tu as un besoin de main-d'œuvre, je sais pas, moi, un soir, malchance, 2 personnes tombent malades dans le même cadre de travail, on va t'envoyer une infirmière d'agence pour te dépanner. Puis pendant la pandémie, c'est devenu généralisé le recours aux agences. Tous les hôpitaux avaient, dans certains cas, avaient des nombreux postes puis des cadres de travail quasiment à moitié comblés par des infirmières d'agence. Là, qu'on payait le double puis le triple du prix. Mais là, c'était plus des agences de dépannage. C'était des agences qui étaient devenues... En fait, je devrais dire, le système de santé était devenu complètement dépendant à des infirmières d'agence à longueur de semaine, là. Et là, autant financièrement, puis après ça, tu avais de la frustration parce que quand il y a le temps de distribuer les vacances, là, les infirmières d'agence, eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils disent, regarde, moi, je pars tout le mois de juillet, je suis plus là. Je suis plus là parce que l'employeur, c'est l'agence. L'employeur, c'est pas l'hôpital. L'employeur, c'est l'agence. L'infirmière disait Fait que là, les autres infirmières disaient, là, nous autres, nos vacances, on peut pas les avoir comme on veut parce que les infirmières d'agence passent de facto devant.
Fait que c'est une espèce de régularisation, je pense, qui est saine là, pour le réseau. Tu nous disais hier, par ailleurs, que les billets de Lady Gaga allaient être en vente à partir de midi. Ça s'est vendu? Ça s'est vendu oui. de même, mais il reste des billets seulement. Vous devrez retirer vos scellés. Quand tu dis il en reste-tu sur les sites officiels de vente ou c'est de la revente ou les deux? Quand on va sur le site du Centre Bell, il reste des billets. Tu sais, je regarde le 1003 pour un billet, 1002, on a du 1002. En bas de 600, il n'y a plus grand-chose. Non. Faut dire qu'il y avait eu une prévente vendredi à midi. Il fallait s'inscrire. C'est rendu comme ça. Maintenant, ça a été la même chose pour Ariana Grande. Tu te mets sur une espèce de liste qui donne accès à une prévente, mais même la prévente, c'était pas achetable. Et là, il y en a plusieurs qui sont déçus des prix. Elle qui vient les 2, 3 et 6 avril. Sur les sites de revente, il y a des billets à presque 3 000 $. Et ça a été la même chose quand Paul McCartney a annoncé son retour. Là, il y avait des mises en vente de forfaits à 5 000 $. Je me rappelle que je n'ai pas pu m'acheter de billets pour Paul McCartney. Ça avait juste pas de bon sens. Puis ce qui a fait réagir sur les réseaux sociaux, c'est l'influenceur PL Cloutier qui a rappelé que lui, pour aller voir Lady Gaga en 2009, ça lui avait coûté 65 $ à Montréal. Ouais, en 2009. Depuis ce temps-là, il y a eu deux choses. Un peu d'inflation, puis un certain gain de popularité de Lady Gaga. Mais c'est fou parce qu'il y en a plein après sous sa publication qui ont partagé « Hey, moi, je suis allé voir Louis Capaldi à Montréal pour 40 $ en 2019. » Il y en a qui disaient hey, « Moi, les Backstreet Boys en 98, ça coûtait 38 $. » Il y en a plein qui ont partagé donc des spectacles qu'ils ont vus avant 2020. C'est particulier. Madonna, il y a une fille qui disait en 2005, allez voir Madonna collé-collé. Là. T'es devant elle, puis tu reçois sa sueur. Là. C'était 500 $. T'es comme le maximum qu'elle avait payé, c'était ça. Aujourd'hui, là, on est à 3000. Là. Jamais, au grand jamais, je vais payer ce prix-là pour aller voir qui que ce soit. Ah, t'aimes pas la musique? J'adore la musique. Mais j'avoue... Mais j'aime pas me faire voler, Je comprends. par exemple. Je comprends que c'est frustrant. Puis en même temps, moi, j'avais payé pour aller voir Pink. Je suis allée seule, le billet était trop cher. Mais tu sais, j'étais vraiment dans sa bulle. Là. Tu vis quelque chose. Là, l'économiste va te faire capoter, là, mais c'est la loi de l'offre et de la demande. Ben, je sais bien. Si le billet est trop cher, c'est qu'est-ce qui arrive? Il reste invendu. Et voilà. Et ça ne se produit pas dans ce cas-ci, donc on est obligé de penser que ça respecte la loi de l'offre et de la demande. Charles-Antoine, nos sports, salut! Bonjour! Après quelques journées d'absence, ça a bien été les Grands Prix cyclistes? Très bien été. T'as aimé l'expérience? Le petit nid de poule, ben oui. Ben moi, je l'ai pas frappé, malheureusement. Il y en a un qui l'a fait. Mais oui, j'ai adoré l'expérience sur place. Et on était en excellente compagnie. Marion Rousse, là, c'est une légende en France. C'est l'analyste de France TV pour le Tour de France. Donc, elle nous a fait le bonheur de traverser l'Atlantique avec son copain, qui a gagné d'ailleurs la course vendredi. Beau moment de télé. Julien Lafilippe et Marion Rousse qui s'embrassent à la ligne d'arrivée. J'ai tenu les ondes pendant ce temps-là. T'as pas embrassé personne, toi? Non, ma copine au retour. Là. Ouais, il a fallu que je me représente. Là. Elle m'avait oublié. Mais... Tu nous parles de golf? Oui! Hey, c'est un tournoi sans thème. On a enlevé le « re » chez le Canadien. Ça a été rebâtir. Maintenant, c'est simplement bâtir. On a parlé de reconstruction. Là. C'est simplement de poursuivre la construction. Mais j'ai compris que le maître mot, c'est la constance. La constance, t'as raison. Mais tu sais, l'année passée, c'était... Ou là, 2 ans, c'était le reset sur le fly. Sauf si on enlève le re. C'est juste set sur le fly. OK. Constance et progression. On a voulu diminuer les attentes. Il y a seulement Nick Suzuki qui a dit l'an passé, vous m'avez demandé mes objectifs. Mais je l'ai trouvé excellent, Suzuki. J'ai adoré parce que tu dis, il a raison. Il dit, moi, l'année passée, je lui ai dit qu'on allait faire les séries. On a fait les séries. Personne m'a cru. Personne m'a cru. Je vous le dis encore. Je vais vous le dire encore une fois cette année. Je l'ai adoré. Ouais, donc, on va aborder un peu plus tard l'émission les pièges pour cette année, notamment pour un Lane Hudson. Et hier, 2 Monday Night Football, victoire des Bucks et victoire, je le précise, des Chargers. Ça n'a pas été bien pour les Raiders de Las Vegas. La première passe du match a été interceptée. Ouais. Avec un entraîneur de 74 ans, hier, Pete Carroll célébrait son anniversaire. Il est le plus âgé de la profession. C'était drôle parce qu'on voyait Pete Carroll à 74 ans et son propriétaire, son boss, Tom Brady, qui est maintenant actionnaire minoritaire de l'équipe. Donc, une drôle d'organisation Las Vegas dans la NFL.